Donc, c'est un monsieur, vous voyez, qui n'a pas l'air très, très joyeux. En fait, c'est un Anglais. Alors, ça ne marche plus ici. C'est un Anglais qui est né dans une famille de Quakers. Donc, les Quakers, c'était quand même des gens très rigoureux comme ça. Et il est né en 1798, donc tout à la fin du XVIIIe siècle. Finalement, il est quand même un peu plus fantaisiste que ce qu'on peut penser. Il voyage pas mal. Il voyage en Italie, il voyage en France. Il rencontre la Laennec. La Laennec vient d'inventer le stéthoscope, donc il lui montre comment on peut écouter les bruits du cœur. Et puis, il retourne en Grande-Bretagne. Il va à Édimbourg. Il passe sa thèse. Il a travaillé sur la digestion, donc il est vraiment un peu loin de tout ça, en 1823. Et puis, finalement, il trouve un poste à Londres. Il redescend sur Londres, au Guy's Hospital, et il est lecturer of morbid anatomy. Donc, on est vraiment toujours dans ce monde un peu pas très gai de Monsieur Hodgkin. En fait, on l'appelle l'inspecteur des morts. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on y est. Et en fait, il fait énormément d'autopsies. Et puis, en 1832, il présente à la Medical and Chirurgical Society de Londres. Donc, vous voyez, il a 34 ans. Il est quand même encore assez très jeune. 7 cas de patients où il a trouvé qu'il y avait des gros ganglions, une splénomégalie, et il est très honnête. Il dit qu'il y a un des cas qui lui a été rapporté par un collègue, mais il décrit, donc il y a ce dessin qu'on trouve dans la littérature de cet envahissement ganglionnaire tout à fait important, et vous voyez ici l'original de cette présentation par le docteur Hodgkin. Après, il faut attendre 30 ans. Un autre Anglais qui s'appelle Samuel Wilkes, qui est né en 1824, il travaille aussi au Guy's. Et en 1865, donc 33 ans après Hodgkin, ça a vraiment pris du temps, il fait les mêmes observations. Mais il décrit vraiment ce qu'il trouve et il retrouve le papier de Hodgkin, et donc il reconnaît l'antériorité de ce monsieur. Il précise les descriptions macroscopiques de ces lésions. Il cherche en vain une inflammation, un cancer ou des traumatismes qui pourraient être à l'origine de ça, il ne trouve pas. Donc il dit que c'est probablement une pathologie primitive. Et comme lui est très très honnête aussi, il dit qu'on va appeler cette maladie la maladie de Hodgkin. Depuis, tous les autres lymphomes sont des lymphomes non hodgkiniens. Donc, il a quand même une empreinte importante, puisque comme dans n'importe quel autre lymphome, il y en a plein, ils sont non hodgkiniens, parce que vraiment, Hodgkin est la paternité de cette histoire. Alors, Hodgkin et Wilkes, ils ont fait des descriptions qui étaient cliniques. C'était trop tôt pour qu'on aille regarder ce qu'il y avait dans les ganglions. En fait, il faut attendre assez longtemps encore. Il faut attendre Paul Ehrlich. Ehrlich, c'est le monsieur qui a inventé les colorations histologiques. Et ce n'est pas très étonnant, parce que c'était le fils d'un marchand de couleurs. Et donc, il avait vraiment une appétence pour ça. Lui, il est né en 1854, 22 ans après la représentation de Hodgkin, et il est professeur à Berlin à la fin du 19e siècle, en 1889. Après, dans cette même période, arrive Karl Sternberg, donc, qui va utiliser les techniques d'Ehrlich. C'est un pathologiste autrichien, un anapathe en fait, qui est né en 1872. En 1898, il rapporte 15 cas. Vous voyez, lui aussi, il est assez jeune, il a 26 ans. Et il a observé des grandes cellules dans les lymphomes de Hodgkin. Donc, il fait cette description. Il a 8 patients sur sa série de 15 qui sont tuberculeux. Et donc, il pense qu'il y a un lien entre la tuberculose et cette lésion. Donc, il dessine ces cellules. Donc, vous voyez des espèces de grosses cellules qui sont noires ici. Vraiment des grandes cellules un peu bizarres. Et donc, il donne son nom à ces cellules qu'on appelle les cellules de Sternberg. Jusqu'à quelques années après, en 1902, où arrive une dame, Dorothy Reed Mendenhall, qui est née en 1874. C'est une des premières femmes médecins. Elle était pédiatre, en fait, et le reste de sa carrière, elle le consacrera beaucoup à la médecine materno-infantile. Mais elle fait un petit tour au MIT, et en 1902, elle rapporte 8 cas de maladie de Hodgkin. Et elle note que 7 de ces cas sont des garçons qui ont moins de 17 ans. Donc, elle déjà donne une idée un petit peu plus précise des caractéristiques de cette maladie, qui est une maladie du sujet jeune. Elle décrit les grandes cellules qui avaient été rapportées par Sternberg. Elle propose qu'il s'agit d'une maladie tumorale. Et surtout, elle exclut complètement l'hypothèse tuberculeuse par deux moyens assez étonnants. Un de ses patients seulement a une réponse positive à la tuberculine. Donc, elle dit que ça ne peut pas être ça. Et surtout, il inocule des souris avec les cellules des patients. Et aucune de ces souris ne développe de réponse à la tuberculine. Donc, elle n'a pas injecté de tuberculose aux souris. Elle propose que pour faire le diagnostic différentiel, on fasse des inoculations des tissus des patients à des souris et qu'on fasse ensuite une réaction à la tuberculine pour savoir si c'est ou pas une tuberculose ou une maladie de Hodgkin. Et donc, elle décrit, elle, ces grandes cellules binucléées tout à fait particulières. 2023, donc maintenant, on en est où? On a ces cellules qui nous regardent au fond du microscope, un peu comme un hibou. Ils sont vraiment très caractéristiques. Et en fait, il y en a deux types. Il y a les cellules mononucléées de Hodgkin qui ont un seul noyau, donc un hibou cyclope, si vous voulez. Et ces cellules-là sont capables de proliférer et de générer des lignées cellulaires. Donc, on peut avoir des lignées de cellules de Hodgkin au laboratoire. Et puis, les cellules de Reed-Sternberg, parce que finalement, on a associé les noms de ces deux découvreurs, elles sont binucléées, c'est vraiment les hiboux. Elles sont peu prolifératives, ce qui est quand même étonnant pour un cancer. Donc, on a un cancer avec des cellules qui ne poussent pas. Donc, on cherche ce que c'est. À la recherche de l'identité de ces cellules, on est un peu perdu.
C'est difficile parce que vous avez vu sur le dessin de Sternberg, c'est vraiment 1% du tissu tumoral. Il y a plein d'autres cellules qui ne sont pas des cellules de Rich-Sternberg. Donc, on a plein d'hypothèses. C'est des cellules peut-être endothéliales, des macrophages, des cellules dendritiques, des cellules réticulaires, des granulocytes, des fusions entre des cellules réticulaires et des lymphocytes, des cellules affectées par un virus. Alors, bref, on tourne autour du pot et on ne trouve rien. On passe maintenant aux anticorps monoclonaux. Donc, on a développé, après les techniques de coloration, des techniques d'immunohistochimie. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a comme antigène de différenciation à la surface de ces cellules. Et là, on est bien embêté parce que d'abord, il n'y a pas de CD45. CD45, c'est le marqueur des cellules hématopoïétiques. Donc, ça a l'air de ne pas être des cellules hématopoïétiques, ce qui est quand même très bizarre. Il n'y a pas de marqueur B, il y en a qui restent, comme PAX5 et CD20, mais il y a CD19 qui est vraiment le marqueur des cellules B est absent. Et CD79A, qui est la molécule qui permet de monter le BCR à la surface des cellules, n'est pas là non plus. Il y a quelques marqueurs T, il y a quelques marqueurs myéloïdes, il n'y a pas de marqueur endothéliaux, donc l'hypothèse cellule endothéliale de Tombalo. Et puis, on trouve du CD15. CD15, c'est un sucre qui se colle un peu partout, mais surtout sur les granulocytes. Donc, on se demande si ce n'est pas en fait des polynucléaires. Bref, on vasouille complètement et on ne sait pas du tout ce que c'est que ces cellules qui font, comme toutes les cellules, absolument ce qu'elles veulent. Mais là, celles-là, elles sont quand même particulièrement déjantées. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment toujours retrouvé, c'est CD30. CD30, c'est une molécule de la superfamille du récepteur au TNF qui est exprimée par les lymphocytes B et T activés, qui a des ligands qui s'appellent TRAF2 et TRAF5. Et quand on active CD30, en fait, on a une activation de la voie de NF-kappa B et surtout, on a une régulation de l'apoptose avec en particulier un arrêt de l'apoptose. Donc, on arrive à cette apoptose un peu déjantée. Et donc, il y a une surexpression de cette molécule sur les cellules de Rich-Sternberg. Vous les voyez, là, c'est toutes les cellules qui sont marquées en orange. On a aussi une augmentation du CD30 soluble dans le plasma des patients et c'est considéré comme un marqueur qui a une valeur pronostique dans l'évolution de cette maladie. Donc, finalement, les lymphomes, la majorité des lymphomes, c'est des lymphomes B. Donc, on se dit qu'il y a quand même peut-être une piste B là-dedans. Donc, on va rechercher un petit peu si ça peut être ça. Alors, il y a des éléments en faveur de cette hypothèse. C'est l'expression de CD20 et de PAX5 que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des arguments contre qui sont le fait qu'on n'a pas d'expression du BCR, donc de l'immunoglobine de surface, pas de 70, CD79B, donc ça ne peut pas monter. Et il y a plein de marqueurs B qui sont partis, en particulier CD19, CD22, CD24, qu'on pourrait s'attendre à trouver qui ne sont pas là. Et finalement, c'est la biologie moléculaire qui va donner la réponse, parce qu'on se rend compte qu'il y a bien un réarrangement des gènes des immunoglobulines, avec des mutations somatiques des chaînes lourdes des immunoglobulines. Donc ça, c'est vraiment un marqueur B. Simplement, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de CD79B pour l'emmener à la surface et ces immunoglobulines ne sont pas exprimées à la surface du lymphocyte B. Donc, si on reprend l'histoire de la maturation normale des lymphocytes B, la maturation terminale des lymphocytes B dans les centres germinatifs, vous vous souvenez sans doute que dans les centres germinatifs, on décrit 3 zones. Une zone foncée, excusez-moi la diapo en anglais, une zone claire et la zone du manteau, qui va donner la forme du manteau. Quand un lymphocyte B naïf se retrouve en présence d'un antigène, il va chercher de l'aide avec un lymphocyte T, et puis il se met à proliférer, et ça donne cette génération de cette zone sombre. En fait, c'est une zone de prolifération clonale très, très intense où il y a beaucoup de cellules. C'est pour ça que c'est sombre, parce qu'il y a plein de cellules qui se multiplient pour donner la mémoire immunitaire, augmenter les possibilités de répondre à cet antigène la fois d'après. Quand les cellules sont là, elles font des mutations hypersomatiques qui vont augmenter leur affinité ou faire perdre leur affinité pour l'antigène. Et pour vérifier ça, elles passent dans la zone claire. Dans la zone claire, il y a des cellules dendritiques folliculaires qui sont des cellules d'origine mésenchymateuse. C'est un peu comme du papier tue-mouche. Elles vont accrocher des complexes humains de l'antigène qui a donné l'initiation de la réponse B. Donc, en fait, il y a des petits morceaux d'antigène qui sont collés sur ces cellules. Et le lymphocyte B qui sort de la zone sombre, il va voir s'il reconnaît cet antigène ou pas. S'il le reconnaît bien, il est sauvé. S'il ne le reconnaît pas, il doit faire autre chose. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, s'il le reconnaît bien, il y a une sélection donc, des cellules les plus affines qui reconnaissent bien. Ils vont aller chercher de l'aide d'un lymphocyte T folliculaire qu'on appelle le THF. Et ça va donner le switch. Donc, la cellule qui faisait des IgM va être capable de faire des IgG ou des IgA ou des IgE. Et ensuite, elle va finir sa différenciation, elle va sortir et devenir une cellule mémoire, ou bien finir une différenciation pour devenir un plasmocyte qui va produire des immunoglobulines. Si ça ne marche pas, si on a perdu son affinité pour l'antigène, eh bien, elle va entrer en apoptose, et on l'appelle une crippled B-cell, donc qui est une cellule apoptotique, une cellule handicapée, une cellule qui est vraiment pas bien. Et ce qui se passe, c'est que en fait, c'est ça qui va donner l'origine de la cellule de Sternberg, parce que cette apoptose va mal se passer et la cellule va rester dans l'environnement. Donc, on dit que c'est un survivant anormal, donc on a cette évolution dont je vous ai parlé, et là, on a donc cette génération à cause de ce qu'on appelle une cytokinèse incomplète, donc le fait que l'apoptose va se bloquer en cours de route et que la cellule va rester là. Alors, si on retourne à CD30 est probablement impliqué dans cette affaire
parce qu'il active NF-κB, comme je l'ai dit tout à l'heure, et permet de bloquer l'apoptose. Et normalement, ça se passe aussi en physiologie dans les centres germinatifs parce qu'il y a des cellules qui peuvent retourner dans la zone sombre. Elles n'étaient pas très affines, elles ne vont pas aller en apoptose, elles retournent dans la zone sombre, probablement sous l'influence de CD30, et elles réessayent de faire des hypermutations somatiques pour regagner une spécificité qui fonctionne. Donc, il y a une espèce de circulation entre la zone claire et la zone sombre, et dans la cellule de Sternberg, ça se coince à un moment donné, et la cellule ne va pas retourner dans la zone sombre et ne va pas finir son apoptose. Donc, on pense qu'elles émergent de ces cellules échappant à l'apoptose en acquérant les caractéristiques des cellules BCD30+, notamment l'activité NF-κB, mais aussi MYC et JAK-STAT. Donc, il y a tout un tas de mécanismes moléculaires qui vont permettre à cette cellule de survivre. Alors, ça donne un génome très instable, avec en particulier l'activation sur le chromosome 9 de P24.1 du gène qui code pour PDL1. PDL1, c'est une molécule qui va dire au lymphocyte T, stop, il faut que vous arrêtiez de fonctionner par l'intermédiaire de PD1. Donc, ce ligand de PD1 est produit en très grande quantité par les cellules de Sternberg. Et ça, ce n'est pas anodin. Et en plus de ça, on va le voir après. Et en plus, donc, l'activation des NF-κB va bloquer l'apoptose, comme je l'ai déjà dit. Donc, en fait, on se retrouve avec ce paysage un peu plus complet, avec notamment ici une évasion immune par beaucoup de mécanismes, une dépendance du micro-environnement, un remaniement très important de ce micro-environnement, et c'est ça qui est important et qu'on va voir maintenant. Donc là, ce micro-environnement, en fait, il est très subtil. Vous voyez, les cellules de Sternberg, elles sont vraiment au milieu de plein d'autres cellules, et ces autres cellules, c'est des cellules T antitumorales, qui sont CD4 ou CD8, cytotoxiques ou helper, et des cellules NK qui, en fait, sont venues dire à l'organisme, on a trouvé une cellule qui est anormale, on va la tuer. Mais elle ne veut pas se faire tuer, elle envoie du PDL1 pour que les cellules soient un peu paralysées. Donc, ces ligands vont empêcher ça. Et donc, c'est une inhibition active des cellules T et des cellules NK antitumorales par les cellules de Sternberg. Et en fait, c'est cette prolifération des cellules lymphoïdes qui essayent de venir tuer la cellule de Sternberg qui va donner l'augmentation de la cellularité du ganglion et la lésion pathologique que vous allez pouvoir palper chez votre patient. Alors, on a fait des progrès. Déjà, on a compris ça. C'était pas trop mal par rapport à ce qu'avait montré Thomas Hodgkin à la fin au début du 19e siècle. Et surtout, là, maintenant, on a deux cibles intéressantes en immunothérapie dont on va vous parler aujourd'hui. La première idée, c'est de bloquer CD30 pour bloquer cette espèce de cercle vicieux de blocage de l'apoptose de la cellule. Et puis, on peut essayer de réveiller les cellules inhibées, ces lymphocytes T qui sont complètement paralysées par PDL1, en mettant des inhibiteurs de checkpoint, soit des anti-PDL1, soit des anti-PD1, qui vont réveiller ces cellules qui sont bloquées en énergie autour de la cellule de Sternberg. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter comme histoire. Pour vous en souvenir, j'ai deux petites anecdotes. Une première, c'est la métaphore du roi négociateur. Là, le roi, il dit I welcome the discussion. Je suis tout à fait d'accord pour discuter, sauf qu'il y a les douves de son château et qu'il n'est quand même pas vraiment prêt à discuter avec tous ces gens qui sont venus pour lui parler. Et il y a une autre métaphore que moi je préfère, mais je n'ai pas d'image. C'est la princesse dans son donjon. Quand j'étais petite, j'avais un livre d'histoire et il y avait l'histoire d'une princesse qui était dans un donjon au milieu d'un lac. Et il y avait plein de chevaliers qui venaient pour essayer de la délivrer, mais soit ils se noyaient dans le lac quand c'était l'été, soit quand le lac était gelé, leurs chevaux tombaient et ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au donjon. Donc en fait, la princesse était dans son donjon, c'est la cellule de Sternberg, et autour, il y a plein de chevaliers qui ne peuvent rien faire. Et c'est ça qui va donner la maladie dont on va vous parler aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Marie-Christine. Donc vous avez vu, c'est quasiment la maladie de Hodgkin en bande dessinée. Donc je te remercie, c'était vraiment super didactique. Donc vous avez peut-être des questions pour Marie-Christine avant que on entame le dur. C'est-à-dire que là c'était très drôle. Maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, y a-t-il des questions pour Marie-Christine d'abord? C'est clair pour tout le monde? Oui. Bonjour. Je crois qu'on ne sait pas très bien. Il y en a ou il n'y en a pas. Donc, c'est quand même un virus qui permet de faire proliférer les lymphocytes B. Donc, qu'est-ce qui va être à l'initiative de cette réponse immunitaire qui va, chez certains individus, se bloquer parce qu'en fait, on avait une réponse anti-EBV et la cellule spécifique de l'EBV va rater son apoptose et devenir une cellule de Sternberg. Et puis, il y a d'autres antigènes, manifestement, qui interviennent pour les autres cas qui sont EBV négatifs. Je peux rajouter un petit élément complémentaire parce qu'il va y avoir des développements justement sur le BV associé à Hodgkin, à savoir que la fréquence des maladies associées à l'UBV, elle augmente avec l'âge.
Donc, en fait, les maladies EBV, elles sont plus fréquentes. Alors, je parle en Occident, hein, je ne parle pas dans les pays émergents. On a une fréquence qui augmente avec l'âge. Et donc, en fait, la maladie du sujet jeune, du sujet âgé est différente d'un point de vue mutationnel et concernant le génome viral EBV également, manifestement, possiblement, doit pouvoir orienter les cellules du micro-environnement et donc conditionne finalement le micro-environnement en sachant qu'il y a aussi des mutations du génome viral chez ces malades qui ont une maladie associée à l'EBV. Donc tout ça, c'est en cours en fait, de démembrement. Hein. Et donc, même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, il va y avoir des développements vraisemblablement prochainement. Et en sachant aussi que par les techniques moléculaires, on met en évidence d'autres types de virus que l'EBV chez les patients qui sont EBV-. Donc, l'histoire est encore peut-être pas complètement complète encore. Juste pour finir dans le côté un peu léger, Epstein-Barr, c'est Monsieur Epstein et Mademoiselle Barr. Et c'est Mademoiselle Barr qui a trouvé le virus.